Bonjour, bienvenue à Radio Renard. Cette semaine, on reçoit Jennifer Akkad. Salut Jennifer. Salut. Qui est coach en transformation authentique, yoga thérapeute et accompagnatrice à la naissance, à l'accouchement. Préparation à l'accouchement. Préparation à l'accouchement. Ouais. On s'est rencontrés à un atelier à l'Espace Famille Villeray. On était avec le lion, avec Margaret Fraser du Lion et la Souris, qu'on a invité par le passé au podcast et qu'on adore. On parlait de jeux libres. Et autant, des fois, parler en public, ça me crée un certain stress. Mais à chaque fois que je le fais, je fais des belles rencontres. Souvent, là, des fois, il suffit d'une personne, une bonne discussion, puis tu sens que la présence value la peine. Puis c'est ce qui est arrivé à la fin de l'atelier. On a commencé à discuter. Puis ton approche beaucoup résonné en moi. Fait que je t'ai recontactée, je t'ai réécrit, j'ai fait une séance de yoga, exploration avec toi. Puis depuis ce temps-là, on a un peu gardé la communication et je t'ai invitée au podcast parce que je veux en apprendre davantage. Puis je crois que ton approche va aussi inspirer d'autres personnes. Donc avec Renard, on veut parler du mouvement, mais on veut pas nécessairement rester ancré juste dans l'aspect activité physique ou fitness ou entraînement, mais vraiment se questionner sur comment mieux vivre. Puis pour nous, ça passe par une conscience du corps et d'établir une intention qui est de bouger pour se connecter à soi, aux autres et à la nature. Fait que je pense qu'à travers tous ces thèmes-là qu'on va aborder dans la discussion avec toi, c'est là où on connecte. On est des personnes qui aiment penser différemment, qu'on questionne beaucoup notre quotidien sur tous les angles. Et puis l'intention finale, souvent, c'est ça, c'est de se connecter à ça, de vivre une vie qui nous ressemble. Fait que justement, ton slogan, c'est « Transforme-toi, transforme ta vie, transforme la vie des autres ». Ouais. Fait qu'on peut partir de ça et je te demanderais simplement qu'est-ce que ça représente, cette phrase-là, pour toi. Oui. Je vais partir de où est-ce que j'ai été inspirée à créer cette phrase-là. Ça a parti beaucoup quand je voyageais. Donc, j'ai passé ma vingtaine à voyager, à avoir la passion de prendre mon pack-sac, puis aller explorer différentes cultures, aller explorer différents pays, puis apprendre de ce que j'appelais dans ce temps-là l'école de la vie, mon université de la vie. Puis, une des choses que j'aimais explorer aussi, entre autres, c'était les phénomènes. Donc, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi? Puis, je remarquais qu'il y avait quelque chose de différent quand j'étais en voyage que quand j'habitais dans ma propre ville, ou quand j'étais en voyage, puis quand j'étais dans mon 8 à 5, par exemple. Puis, mon approche est tout le temps un petit peu scientifique. Je me pose la question, je m'arrête devant le phénomène, puis je dis, OK, comment ça, quand je suis en voyage, je me sens libre? Comment ça, je me sens beaucoup plus connectée à moi-même? Comment ça, je sens que j'ai plus d'espace? Comment ça, est-ce que je sens que je suis plus généreuse? Puis que je m'ennuie plus des gens? Je me sens plus connectée aux gens à distance. Mais quand je suis dans ma propre ville, ben j'appelle pas, par exemple, tu sais, des gens qui font partie de ma famille, par exemple, ou des gens qui sont proches de moi. Puis, à force de faire ces allers-retours-là, j'ai commencé à vraiment triper sur la notion d'espace. Donc, c'est quoi l'espace? Puis, je me suis rendu compte qu'en créant de l'espace à l'intérieur de moi, ça faisait en sorte que ma vie se transformait et ça faisait en sorte que la vie des autres autour de moi se transformait parce que je m'offrais mieux aux autres. Et donc le slogan a commencé à se concocter dans ces voyages-là. Et quand je suis venue à créer ces services-là, ben c'est ça qui en est ressorti. J'ai été inspirée par ça. Puis tu parlais de ton esprit scientifique parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu as étudié en génie mécanique. Oui. Puis souvent, on penserait pas que c'est le parcours typique d'une personne qui commence à faire du coaching ou du yoga. Peux-tu nous parler un petit peu de cette vie-là que tu as eue? Ma vie en tant qu'ingénieure. Oui. Oui, donc j'ai travaillé quand même longtemps en ingénierie. Je me prends encore des fois des petits contrats à temps partiel en ingénierie aussi. Et à la base, j'ai voulu être ingénieure mécanique parce que j'adorais étudier les systèmes.
Donc, apprendre à construire les choses, créer des choses. Donc, l'innovation m'attirait beaucoup. Et j'avais envie de rentrer en mécanique pour ça, mais dans l'optique de faire une maîtrise dans ce temps-là en biomécanique ou en génétique. Ah, ok. Donc, le côté humain m'avait déjà, m'attirait déjà beaucoup. J'hésitais d'ailleurs entre ingénieur mécanique ou aller étudier en biologie pour devenir prof, ou aller avec les enfants, être prof au niveau de l'humain, donc de l'enfant. Puis, le côté ingénieur, ben j'ai eu une job régulière, j'ai travaillé du 8 à 5, j'ai travaillé en chantier, puis ça fait en sorte que mon corps devienne très tendu. OK. Ouais, donc très stressé, sans que je m'en rende compte vraiment dans ce temps-là. Donc je m'en rendais pas compte, puis j'avais des façons de libérer ma tension dans ce temps-là, puis on pourra en reparler un petit peu plus tard. Puis bon, j'allais voyager, puis ça faisait en sorte que je trouve cet espace. Puis là, j'étais comme, OK, wow, quand je suis en voyage, mais je suis vraiment plus moi, je suis plus connectée à qu'est-ce que j'aime vraiment, ça me fait penser autrement, ça me donne accès à... Je goûtais la vie d'une façon différente, mes sens devenaient plus aiguisés, j'écrivais d'une manière beaucoup plus authentique, beaucoup plus alignée, j'écrivais un blog dans ce temps-là aussi, puis je m'offrais vraiment mieux. Puis... Oui, c'est ça. C'est la même époque, le travail en génie mécanique puis les voyages. C'est ça. Fait que c'est ça qui est intéressant souvent. Moi aussi, j'étais comme ça avant, j'étudiais, puis je travaillais, puis là, j'économisais mes sous, puis là, je rêvais, puis j'aimais l'anticipation. Moi, j'aime me préparer d'avance, puis j'aime cette phase-là où on rêve, puis on pense à ce qui s'en vient. Vince, c'est plus un improvisateur, comme il aime ça, réagir rapidement, puis les défis. Moi, j'aime planifier d'avance, anticiper. Fait que cette idée-là que le voyage... ça venait un terrain d'exploration, de détente. Mais c'est vrai que ça vient avec la dualité aussi. Des fois, on a l'impression que la vie est meilleure ailleurs. Ou, ouais, ça peut être dangereux, mais ça peut aussi nous permettre de réaliser des choses sur notre propre quotidien. De sortir, s'extirper de notre quotidien. Ça peut nous permettre de réaliser beaucoup de choses. Puis je pense que beaucoup de personnes vivent le voyage de cette façon-là. C'est vraiment, comme tu dis, une bonne école de la vie. Fait que c'est intéressant que tu t'intéressais au processus mécanique, physique, tu étais vraiment dans le monde matériel, concret. Puis que là, soudainement, ton regard se portait sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que tu sens dans ta vie que tu as toujours eu cette sensibilité-là, puis cette tendance à te tourner vers toi, ou ça a vraiment été un apprentissage? Non, j'ai toujours eu cette tendance-là de rentrer à l'intérieur. J'écrivais beaucoup de journaux intimes, par exemple. Avant, je me laissais inspirer par les éléments de la nature pour écrire aussi. J'aimais mon espace tout le temps. J'aimais rentrer dans ma petite bulle. Oui. J'aimais mon silence, malgré que je viens d'une famille, une grande famille quand même. J'aimais toujours prendre un retrait, de prendre un recul. C'est comme là que je me retrouvais. Puis c'est ça que je trouvais aussi. Est-ce que tu assumais cette partie-là de toi? Oui, je l'assumais, je le faisais au naturel, mais oui, je l'assumais. C'était pas problématique à ce moment-là. Je te pose la question parce que moi, récemment, j'ai fait une publication sur Facebook au nom de Marie-Claude, pas au nom de la compagnie, qui était par rapport à mon introversion. Puis je me rends compte que depuis que je suis enfant, j'ai des super beaux souvenirs de moments tranquilles où je faisais juste une activité d'artisanat, puis je pouvais y passer des heures, puis je me sentais dans le flow. J'aimais beaucoup lire, j'aime même à la maison. La maison, pour moi, représente un cocon, puis même à l'intérieur de mon espace, j'ai des pièces fermées, puis des fois, on va même se faire des cabanes ou des petits coins reclus. Mais je n'assumais pas mon besoin de solitude, puis on dirait que je sais pas pourquoi, mais je me comparais beaucoup à un idéal extroverti que je pensais que je devais être, tu sais, puis que je devais accepter toutes les invitations sociales. Fait que bref, c'est pour ça que je posais la question, parce que je me rends compte que pour certaines personnes, c'est naturel, puis ils vivent pleinement, puis d'autres, que ça peut être un défi. On a tous nos défis personnels. Puis ça a été des phases aussi, où est-ce que j'étais plus introvertie, après ça plus extrovertie. Puis c'est souvent ce mouvement-là. Puis je retrouve encore ce mouvement-là. Donc, de intérieur pour aller vers l'extérieur, intérieur pour aller vers l'extérieur. Puis comment balancer ces... Fait que t'as fait un travail sur toi, puis là, t'es à une phase de ta vie, j'ai l'impression que tu t'amènes à t'extérioriser de plus en plus pour aller vers l'autre et aider l'autre. Je pense que le cœur de ton travail, c'est aider l'autre à s'aider lui-même, à revenir vers ça, puis à outiller les personnes. Exactement. Donc, une reconnexion à soi, un retour à sa propre nature, un retour à son essence. C'est vraiment, ça fait partie
du travail que je cherchais à amener de plus en plus. Ouais. Je pense que c'est ça que j'ai aimé dans ton approche, c'est de dire, c'est un peu ça qu'on veut amener avec Renard, c'est de dire, on n'est pas là pour donner toutes les réponses, on est là pour amener les gens à se poser des questions puis à faire des choix qui leur plaisent. Puis à présenter un peu notre propre réalité puis notre quotidien, puis de partager nos anecdotes dans le but de montrer un peu ce qu'on a vécu, mais pas pour dire que tout le monde va vivre cette chose-là, mais juste pour faire émerger, parler des émotions qu'on a ressenties pour que les gens se reconnaissent un peu là-dedans, puis voient différentes possibilités, puis après voient par eux-mêmes qu'est-ce qui leur correspond. Mais je vais rebondir là-dessus, on peut peut-être parler justement de transformation authentique, parce qu'on l'a dit au départ, on l'a pas nécessairement expliqué. Qu'est-ce que c'est pour toi une vie authentique, en fait? Ouais, une grande question. Une vie authentique. Dans la définition de l'authenticité, de le définir, en fait, de définir le mot authentique, c'est déjà de limiter la définition propre de l'authenticité. L'authenticité, pour moi, c'est quelque chose qui est très ponctuel. Okay. C'est très dans le ressenti. Ça ressemble un petit peu à la spontanéité de l'enfant, mais quand même dans un ancrage. L'authenticité, c'est pour moi de la profondeur. Donc, c'est quoi qui vibre le plus profondément à l'intérieur de la personne à chaque moment? Qu'est-ce qui est le plus vrai chez la personne à chaque moment? Comment est-ce qu'on peut enlever les couches superficielles qu'on se crée par-dessus nous pour fitter en société, pour être accepté, pour se faire aimer, pour pas se faire abandonner, tous ces schémas qu'on utilise en mode survie, conscient ou inconscient, mais qu'on le fait, qu'on le veuille ou non, en société ou dans les milieux du travail, par exemple, en milieu de famille, ça se fait partout. Donc, l'authenticité, pour moi, c'est de prendre le corps comme il est, puis de voir comment est-ce qu'on peut le décristalliser, comment est-ce qu'on peut aider ces couches superficielles à se détendre pour aller chercher cette vibration naturelle, ce flow naturel qui ramène à être beaucoup plus connecté à soi, être beaucoup plus vrai, quand s'accepter beaucoup plus, ouais. Ouais, quand tu parles de couches, il y avait différentes couches, il y avait la petite voix intérieure qui me disait tout le temps, tu devrais faire ça, tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça. Ça, tu devrais pas le faire, comme à l'inverse aussi. Puis des fois, il y a différentes couches, effectivement. Il y a ma voix intérieure qui me dit qu'est-ce que je devrais être. Il y a ce que je pense que les autres pensent de moi, que je devrais être ou confirmer ou pas. Puis il y a des fois des choses que les gens directement nous disent. Puis on se sent peut-être obligé d'y correspondre ou pas. Ouais. Mais c'est de réaliser finalement que peu importe ce que les autres pensent de nous, l'important c'est d'écouter sa propre voix puis de l'assumer puis de vivre pleinement. Oui, puis j'aime vraiment ce que tu dis parce que t'as dit le « il faut » ou bon, ça a été une source de rébellion pendant toute ma vie. OK. Donc, de rébellion, c'est peut-être un grand mot, mais c'est dès que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était imposé sur moi, mon corps se crispait. Dans ce temps-là, j'avais pas cette conscience-là, mais ça m'a beaucoup propulsé, ça. Entre faire des choix parce qu'il faut le faire, parce que ça va bien paraître de le faire, parce que, tu sais, il faut, cette obligation à, non, c'est quelque chose qui émerge de moi. Puis dans la pratique de yoga, justement, on va peut-être en parler, c'est pas d'avoir une posture droite ou quoi que ce soit, c'est de laisser le corps se reposer en lui-même et de voir comment lui se positionne pour qu'il nous révèle sa vérité, pas ce qu'on cherche avec notre tête à imposer. Donc, c'est d'où l'approche thérapeutique de oui, ça. Ouais. On essaie de voir c'est quoi le lien entre l'aspect de transformation et le yoga. Puis en discutant ensemble, on s'est rendu compte que le yoga, dans le fond, l'apprentissage pour toi peut se faire par le corps. C'est là où il y a la connexion avec Renard, encore une fois. C'est que je pense qu'on vit dans un monde où on est beaucoup dans notre tête. Puis c'est important d'adresser nos schémas mentaux. Définitivement. Moi, à chaque fois que j'essaie de méditer puis que quand ces pensées-là émergent de « Ah, il faudrait que je fasse X, Y, Z », j'essaie de reformuler les choses pour éviter ce langage-là qui me fait sentir très impuissante ou que je suis dans une structure que je peux pas défaire nécessairement moi-même. Mais ce que j'ai appris à faire avec le temps aussi, c'est de me connecter à mon corps parce que le corps nous parle. Puis les tensions, avant, j'avais presque pas de sensation physique des hanches jusqu'au cou. C'était juste un gros bloc. Puis je pensais jamais que j'allais pouvoir me sentir que j'habitais mon corps, tu sais. Puis j'ai comme appris que les tensions, c'était des messages. Puis un peu comme l'anxiété, au lieu de dire « Ah, c'est négatif, puis je devrais pas, il ne faudrait pas que je sois tendue », j'essaie plus de les voir comme des messagers.
Fait que quand j'ai une tension, fait que j'ai l'impression que ton approche en yoga, c'est d'amener les gens à écouter et à faire certains mouvements avec eux, non pas pour les modeler ou leur dire, c'est ça, tu devrais être droit, tu devrais être ici, mais plus de dire, telle posture te fait sentir comment. Fait que là, on dirait que je m'avance sur ta vision du yoga, mais je sais pas comment, si tu veux nous en... Oui, je vais en glisser un mot. Donc, je vais broder autour de tout ce que tu dis. Donc, c'est une approche où est-ce on laisse le corps se reposer, s'enraciner. Donc, le principe d'enracinement est extrêmement important. Donc, c'est un yoga de la terre que je peux appeler. Donc, on se connecte beaucoup à s'enraciner sur la terre, laisser la gravité agir sur notre corps pour que les tensions qui sont présentes se relâchent, simplement par la gravité. Et en se relâchant, ces tensions-là, elles vont, en se détendant, elles vont libérer l'énergie qui les maintient en place. Et cette énergie-là nous redevient accessible. Et ça recrée ce mouvement dans le corps. Ça nous amène de la clarté, ça amène toutes sortes de bénéfices. Mais le principe de base de cette forme de yoga, c'est ça. Et le rôle qu'un professeur de yoga thérapeutique peut jouer, c'est, comme tu dis, c'est pas de repositionner la personne qui vient se faire accompagner, c'est d'offrir, de tenir l'espace, comme on dit. Son rôle à cette personne-là, c'est vraiment d'être dans son propre corps, d'être en connexion, d'être en relation avec elle ou lui-même, et de tenir cet espace pour que l'autre se sente assez en confiance pour se détendre. Donc, c'est vraiment le principe. C'est pas facile, parce que je me rappelle... mes premières séances de méditation ou de yoga, c'est s'arrêter, puis écouter. C'est difficile parce que des fois, on n'aime pas ce qu'on ressent. Puis ça fait peur d'aller là parce que, justement, moi, j'étais tendue, je faisais beaucoup de travail de bureau, je commençais à avoir des tensions au poignet, au coude, à l'épaule. Ouais. Des fois, je suis tellement tendue, c'est comme s'il y a une pince qui me serrait ici, puis ça en fait mal. Mais tu veux un peu rester dans, tu sais, le hamster, là, de la vie moderne, là, Ouais. on veut rester occupé parce que quand on s'arrête, justement, il y a des choses qui émergent où les tensions, je le remarque après une certaine, comme accomplissement, moi puis Vince, on a déposé notre plan d'affaires, mais là, l'adrénaline tombe, puis là, les tensions émergent, puis là, t'es comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis t'étais tendu tout ce temps-là, puis je m'en rendais pas compte. Ouais. Puis justement, quand on s'arrête, des fois, c'est pas agréable parce qu'il y a des messages, puis des fois, on veut pas les entendre parce que ça implique des choses plus complexes sur notre style de vie, tu sais, de dire, si je suis rendue tendue là, c'est parce que pendant 2 semaines, je dormais moins bien, je mangeais moins bien, puis des fois, c'est ça, d'écouter le message, c'est pas toujours facile. Oui, puis ça nous ramène à écouter les besoins. Qu'est-ce que notre corps nous demande réellement? Pas ce que la tête veut, pas les objectifs qu'on s'impose nous-mêmes, mais plutôt, OK, mon corps a besoin de ça, mon corps a besoin de dormir, mon corps a besoin de manger, des choses de base des fois. Puis souvent, on se rend compte que les réponses qu'on trouve, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense, en fait. C'est souvent ça. Puis est-ce que, si on revient à ton... t'étais dans un environnement en génie mécanique, dans un horaire classique de 8 à 5, une vie qui crée un certain stress sur ton corps. Puis là, tu vis le voyage qui t'amène vraiment ailleurs. T'sais. Oui. Fait que comment la transition s'est faite entre cette époque-là et maintenant où tu as appris sur toi-même puis tu es à l'étape où tu as aussi envie de redonner puis de travailler avec les autres? OK, ouais. Faut dire aussi que quand j'étais étudiante en génie mécanique, je le sentais au fond de moi que j'allais faire d'autres choses. Je le savais déjà. Okay. Même si je pensais à la maîtrise en biomécanique, je disais à mes amis, ben écoute, je fais ça, mais il y a vraiment quelque chose qui vibre au plus profond de moi. Je sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose d'autre qui va m'attendre. C'est que déjà là, j'avais une intention, j'avais une intuition qui me disait que mon chemin allait être détourné. Puis j'ai commencé à prendre conscience moi-même de mon corps avec certains points clés par rapport au corps. Je me suis blessée, j'avais à peu près 24 ans, au genou, parce que j'étais vraiment extrême dans le sport. J'étais obsédée avec le sport. Dans ce temps-là, j'allais au gym, je jouais au squash, je faisais de la planche à neige. Puis à un moment donné, je l'ai poussé mon corps. Puis mon corps me donnait des signes à ce moment-là. Ça me disait « Arrête, tu vas trop loin ». Mes cuisses brûlaient en planche à neige, je l'écoutais pas. J'étais comme « Non, je vais être capable de je veux connaître bien la technique », puis tout ça.
Puis vraiment, littéralement, il y a un matin que j'ai pas... je me suis levée de mon lit, puis je suis tombée. Mes deux genoux, mes tendinites étaient rendus tellement avancés que j'ai dû être en béquille littéralement pendant plusieurs mois, mais ça fait en sorte que du jour au lendemain, j'ai dû arrêter toute activité physique. Donc ça ramène un petit peu à ce que tu disais de quand on arrête, on est confronté à soi-même. C'est que là, je pouvais plus aller au gym, je pouvais plus faire mon squash ou la planche à neige, puis j'étais vraiment face à moi-même. Ça a été une période quand même assez intense. C'est un arrêt, ouais. C'est un arrêt forcé. C'est que ça a été une des premières fois où est-ce que j'ai réalisé que le corps parlait puis que j'avais négligé les messages du corps. Ça a été une fois. Puis après ça, j'ai repris graduellement, mais je voulais pas tant que ça apprendre la leçon. J'étais un peu bornée. Puis oui, puis dans ce temps-là, ma relation au corps était pas du tout comme aujourd'hui. Tu sais, ma relation à la nourriture était un peu complexée. Ma relation, tu sais, l'image, mon ventre, tu sais, c'était important pour moi d'être en shape. C'est une zone super vulnérable pour les filles. Super vulnérable. Peut-être pour les hommes, mais je vais parler au nom de moi en tant que femme. Je pense que c'est la zone où on se sent plus vulnérable. Pour moi, c'est pas étonnant que justement des hanches jusqu'au cou, peut-être même juste en haut de la poitrine, c'était dur de comprendre ce que je ressentais dans cette zone-là de mon corps. Puis je vais rebondir quand tu parles que t'as pas écouté les messages. Il y a une citation de Oprah que j'adore puis qu'elle rappelle souvent. Elle dit « Avant de crier, la vie murmure ». Fait que souvent, quand des invités viennent ou des gens, à l'époque, là, elle a plus son émission, mais que des gens dans la salle prenaient le micro pour parler d'un moment difficile de leur vie, puis qu'elle avait un invité qui pouvait parler de ce sujet-là avec la personne. Fait que souvent, les gens parlaient de crise existentielle ou de moments marquants, justement, quand c'est un arrêt forcé, puis elle essaie d'amener la discussion à c'est quoi tous les signes, tous les messages qui t'ont été envoyés avant que t'as pas nécessairement écouté. Puis moi, ça a été la même chose que toi. Je pense qu'à toutes mes fins de session, je tombais malade. Je pense pendant la maîtrise, j'ai fait 2 dépressions mineures. Puis je voyais le pattern émerger. Tu sais, que si je changeais rien, le pattern fait juste se répéter, puis se répéter, puis se répéter. Puis ça arrive à un point, justement, où ton corps peut même plus avancer lui-même. Puis t'obliges à te reposer. Puis là, j'ai commencé à essayer de réfléchir comment est-ce que je peux écouter les messages plus tôt dans la chaîne, puis écouter ces murmures-là pour éviter que ce soit toujours un cercle vicieux qui finit par une période de repos forcé où là, après, je peux rebondir. Tu sais, 100%. Oui, puis cet accompagnement-là, c'est le but ultime, c'est ça. C'est que les gens soient capables de se catcher d'avance, tu sais, de se prendre d'avance parce que les messages vont émerger, vont être beaucoup plus clairs. Et on sera moins, je vais dire, inflammé dans nos actions. On va être moins réactif. Donc, c'est vraiment le pourquoi de faire tout ça. C'est vraiment autour de être dans l'action authentique plutôt que dans la réaction. Parce qu'il y a des besoins de base qui sont pas respectés ou parce que notre corps est en survie réelle ou survie imaginée. Des fois, à cause d'anciennes blessures ou psychologiques. Oui, tout à fait. Puis dans une société où on a différentes visions. Le corps est vu comme une machine musculaire athlétique. Je trouve que dans le monde de l'activité physique, il y a beaucoup ça qu'on met de l'avant, le corps comme une machine puissante. On voit aussi l'intellect. On a une vie de plus en plus virtuelle avec la technologie, puis beaucoup de personnes, notre travail est relié au web, où il y a un univers entier. Moi, je sens que ça me déconnecte parfois de mon corps. Est-ce que tu sens que il y a de la résistance de manière générale par rapport à plonger dans son corps? Est-ce que c'est difficile d'amener les gens là, dans ton travail? C'est difficile si on force. Dans le sens que les gens que j'attire, c'est des personnes à la base qui ont cet appel-là. Qui ont l'ouverture. Parce qu'on peut pas forcer le corps. Le corps, de manière authentique, va s'ouvrir quand il sent confiance. Donc, quand il y a un choix, il y a quelque chose qui est vraiment... qui vibre à l'intérieur, il y a quelque chose qui dit non, je dois aller par là, puis ça s'ouvre. On peut pas forcer, surtout avec une approche comme ça d'authenticité ou de yoga qu'on appelle thérapeutique, comme ça. C'est un grand respect. C'est une approche de respect, un respect envers soi-même, qu'on accompagne, c'est un respect du rythme de l'autre qui il est, puis de pas arriver avec une réponse toute crue. C'est comme, montre-moi t'es qui,
rentre dans cette vulnérabilité-là, permets-toi d'être vu comme tu es, puis c'est là que ça va se passer ta transformation. Il y a pas vraiment de bypass, il y a pas de détour par rapport à une transformation authentique. Il y a des transformations qu'on peut qu'on peut forcer ou on peut prendre des patchs, tu sais, comme on appelle des plasters, puis dire OK, oui, je suis transformée. Ça peut fonctionner pendant un certain temps, mais si on est authentique dans notre démarche, si on est sincère dans notre démarche, ça va vite tomber. À un moment donné, la patch, elle fonctionnera pas. On va encore fesser un mur, comme j'utilise ce terme souvent. On comprend très bien l'image. Ouais, puis il y a un processus naturel qui va te reprendre quand ton intention sincère, c'est de suivre ce courant-là. Et la nature, on en parlait tantôt, ça guérit. Juste aller prendre une marche dans le bois, il y a quelque chose qui purifie, il y a quelque chose qui... Il y a comme toutes sortes de pensées qu'on sait pas où est-ce qu'elles sont passées, mais bon, la pratique ou ce genre d'accompagnement, ça fait un peu la même chose, en rendant la personne très responsable de son processus. C'est un terme en anglais qu'on aime beaucoup, c'est l'empowerment. En français, la traduction, c'est l'autonomisation de la personne. C'est pas un mot qu'on trouve très joli, mais je pense que ça revient à ce concept-là de dire il faut que la personne réalise que c'est ça, il y a des messages qui lui sont envoyés, ça l'écoute, elle a des réponses, puis elle a le pouvoir d'agir sur sa propre vie, pour elle-même. Oui, et au-delà de ça, je vais rajouter quelque chose, elle a le pouvoir d'agir dans sa propre vie, mais dans le empowerment, c'est vraiment récupérer son énergie. Ça, c'est vraiment l'essence du travail, puis je vais le dire en termes d'ingénieur mécanique, je tripais dans le domaine de l'efficacité énergétique quand j'ai commencé ma carrière, puis en fait, je tripe encore dans le domaine de l'efficacité énergétique, mais appliqué sur le corps. C'est-à-dire que pourquoi on fait tout ça, c'est pour se réapproprier des parties de nous qu'on a laissé tomber et se réapproprier l'énergie qui est logée dans les tensions pour être plus... pour que sa vibration augmente, pour être plus dans sa vitalité. Et cette vitalité-là, bien ensuite, c'est ça qui va redonner naturellement aux autres. Donc, c'est pas, OK, je veux donner aux autres, je vais faire ça pour donner aux autres dans un forcé, c'est... Non, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de moi. Naturellement, on va attirer des gens autour de nous qui ont besoin de ce qu'on porte. À chaque étape. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que l'autre. Dès qu'on s'engage dans un processus où est-ce qu'on cherche à être plus authentique, naturellement, il y a des gens autour de toi qui vont commencer à être attirés, puis qui vont recevoir la dose d'énergie qu'ils ont besoin, qui vont faire genre « Ah, qu'est-ce que cette personne porte que je sais que j'ai, mais que j'accède pas encore. Mais elle vient d'inspirer quelque chose. Un inspire qui se prend de nous. En termes d'ambiance, si on est nous-mêmes, qu'on est respectueux et ouvert, l'énergie dans la pièce va changer, puis la relation avec les autres change. Ça, c'est définitif. Je vais partager un peu mon expérience. Quand tu parles du mot énergie, moi, ça me parle beaucoup, parce que dans cette vision-là du mieux vivre, pour moi, c'est d'être pleine de vitalité. C'est un mot, la vitalité, qui revient souvent avec Vincent, c'est de dire justement, on veut pas être en mode survie, on veut pas être en mode réactif, on veut être dans un mode où on sent on a une vie comme fertile et foisonnante, puis qu'on se sent débordant d'énergie. Puis je pense que pendant des années, je sentais que c'était pas ça ma vie, que j'avais une tank, j'avais une batterie, là. Puis mon cerveau allouait les ressources, puis orchestrait ma vie pour bien gérer cette batterie-là, mais je me sentais souvent à plat. Tu sais, je me sentais souvent que j'avais plus rien, puis je pense pour les gens qui vivent des troubles anxieux ou de la dépression, c'est... Ah, mon Dieu, ça me rappelle une citation magnifique. Andrew Solomon à TED, il parlait de la dépression, puis il disait... L'opposé de la dépression, ce n'est pas le bonheur, c'est la vitalité. Puis ça avait tellement résonné en moi, parce que je me disais, je me sens pas nécessairement malheureuse dans un état dépressif, mais je me sens complètement vidée. Tu sais, l'idée de me lever de mon lit, de me faire des fois juste à manger ou de prendre de l'eau, c'était trop, c'était drainant. Puis je me disais, OK, mais je peux pas vivre cette vie-là comme ça. Je peux pas juste me dire, OK, j'ai une batterie, puis là, je cours, la batterie est vide, faut que je me repose, puis là, je repars, mais que t'es toujours, on dirait, t'es jamais pleinement vivant. Puis je m'étais dit, OK, non, maintenant, ma définition d'une belle vie, pour moi, le succès, c'est de sentir que j'ai
j'ai mis un feu intérieur ou une énergie qui se renouvelle puis qui est fort puis que c'est sain, tu sais, puis que je peux créer des choses puis que je suis pas tout le temps en train d'avoir peur d'être à plat, tu sais. Je vais reprendre un petit peu ce que tu as dit par rapport à l'anxiété puis tout ça, puis qu'en dessous de l'anxiété, c'est la vitalité. Parce que c'est encore dans l'essence du travail, c'est vraiment ça. Donc, quand quelqu'un arrive puis me parle d'anxiété, ou qui me parle de dépression, ou qui me parle de n'importe quelle symptomatique, puis ça peut aller loin les symptomatiques, automatiquement, dans le langage dans lequel on est en train de parler, c'est « OK, ben où est-ce que ta vitalité, elle est cachée? » Parce que c'est comment est-ce qu'on peut prendre ces symptômes-là comme des symptômes, non comme une finalité absolue, et aller délier le corps pour aller chercher cette énergie, pour aller chercher cette vitalité qui est cachée en dessous. Parce qu'en dessous de tout symptôme, il y a une partie de toi qui a quelque part réprimée, qui doit être vue pour être acceptée, puis que sa forme d'expressivité ensuite pour être au service des autres. Ouais. C'est vraiment ça. Avant, je m'étiquetais comme une anxieuse. Puis pour moi, c'était une finalité. C'était, je vais devoir conjuguer avec le fait que je suis une anxieuse. Puis de juste changer mes schémas mentaux puis dire, non, tu sais quoi, l'anxiété, c'est une conséquence de quelque chose que je fais dans ma vie qui est pas nécessairement positif. Puis justement, c'est, quand tu parles de répression, c'est souvent que j'assumais pas des besoins que j'avais ou des envies que j'avais pleinement. Parce que je me disais justement, je devrais pas être comme ça, ou je devrais être plus comme ci ou X, Y, Z, tu sais. Ouais. Un genre de wrongness, en français, je vivais beaucoup dans la culpabilité ou la honte parce que je me disais, la vie que j'ai ou ce que je suis n'est pas ce que je devrais être. Puis des choses aussi simples que quand j'ai des invitations pour un anniversaire, de dire je devrais être le genre de personne qui saute de bonne heure à l'idée d'aller à un party, puis que je devrais fêter jusqu'à minuit, puis être dans cette... Tu sais, puis c'est vraiment simple, tu sais, puis je valorise chez les autres les gens comme tranquilles, qui se couchent tôt. Pour moi, quand je le vois chez les autres, c'est pas un problème, mais envers moi-même, je sais pas pourquoi je me disais que c'était pas bien. Tu sais, puis des fois, c'est étrange, qu'est-ce qu'on réprime, pour quelle raison, mais c'est complexe aussi. Fait que on dit sur l'aspect de transformation, fait que j'ai l'impression que les gens viennent vers toi pour différentes problématiques, tu sais, que ce soit, j'imagine, des fois des dépendances, des troubles anxieux, mais l'important, c'est toujours de dire d'où part la personne, puis de la faire tourner vers, d'écouter ce qui est réprimé, puis de se tourner vers le besoin, ce qui a envie d'émerger. Tu sais, j'ai l'impression que t'es pas nécessairement dans l'émergence beaucoup. Oui. Donc oui, les gens viennent soit avec des problématiques physiques ou relationnelles ou de vie ou des changements. Donc j'accompagne beaucoup les personnes en période de changement à s'ancrer, surtout à l'intérieur d'eux autres, pour aller chercher ces réponses à l'intérieur. Donc prendre du recul, sortir du mode réactif, aller chercher, se déposer en soi, puis aller chercher ces réponses-là. Et ça s'exprime de différentes façons, mais les gens viennent souvent à moi, la plupart du temps, pour une transformation. Ils arrivent ils arrivent à une période de leur vie où est-ce qu'il y a quelque chose qui fait plus de sens, souvent. Puis ils sentent qu'il y a quelque chose qui doit changer, puis elles savent pas nécessairement comment s'y prendre, ou elles savent pas exactement qu'est-ce qu'ils cherchent à émerger, ou la vie commence à manquer de saveur. Et ça peut se manifester de toutes sortes de choses. Ça peut être un changement de carrière, ça peut déménager dans un autre pays, ça peut être dans des relations qui ne conviennent plus vraiment. Ça peut être beaucoup de mamans qui viennent me voir parce qu'elles veulent s'offrir de meilleures façons à leur famille, à leurs enfants. Mais on sait qu'être maman, c'est prenant. Ça rime. Donc, il y en a beaucoup qui viennent pour prendre soin d'elles avant tout. Donc, de prendre ce recul pour elles-mêmes. C'est drôle parce que tu me rappelles, quand je t'ai approchée, je pense que je te disais, il y a quelque chose qui cloche, mais je sais pas encore c'est quoi. Tu sais, des fois, il y a des problèmes dans notre vie qu'on sait exactement que c'est un problème, puis on n'a pas encore les solutions, mais au moins on sait que ça, c'est problématique. Ça nous achale, ça nous, tu sais. Puis des fois, on est encore plus dans l'inconnu de dire, il y a quelque chose qui cloche où globalement, je me sens pas bien, mais j'ai de la difficulté à dire, c'est-tu à cause de ce que je mange, c'est-tu à cause de mon sommeil, c'est-tu à cause de ci, à cause de ça, puis des fois, juste de se poser pour faire émerger puis essayer de comprendre où l'attention puis c'est quoi la chose qui nous gruge l'énergie. Ouais. Puis je pense que quand on est dans un état de stress constant ou d'anxiété constante, c'est difficile de comprendre c'est quoi une vie authentique ou se sentir bien, mais je pense que des fois, c'est des brèches dans notre vie, tu sais, les gens à la maison, j'ai l'impression juste de s'imaginer le moment
les moments clés dans la vie où on a senti qu'on avait 10 tonnes de moins sur les épaules, tu sais. Ce sentiment-là de légèreté que ça amène, pour moi, c'est ça, comment dire, quand on vit ça une fois, puis qu'on est capable d'étendre ce sentiment-là, puis de vivre dans cet espace-là, pour prendre tes mots d'espace, puis de cultiver cette sensation-là à des moments de plus en plus grands et vastes dans notre vie, c'est là qu'on commence à se sentir mieux. Mais avant, j'étais tellement tout le temps anxieuse que quand les gens me disaient « Ah, Marc-Claude, relax, genre, sois pas anxieuse », puis j'étais comme « Je ne sais pas c'est quoi. » Tu sais, comme, je peux pas aller là, je peux pas retourner là parce que je sens que j'y ai jamais vraiment été, tu sais. Oui. Puis on voit les choses qu'on est prête à le voir. Ouais. Des fois, là, il y a des gens qui vont nous répéter pendant des années des trucs, puis vraiment, là, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, jusqu'à ce qu'on le voit, puis ça veut dire que c'est le bon timing. C'est simple, en fait. Ouais. Donc, puis ça arrive, des fois, il y a des gens qui viennent, puis on n'impose pas, puis on voit, mais on sait qu'on veut pas, on peut pas forcer. À un moment donné, ça va s'ouvrir, puis ok, on invite. C'est tout le temps une invitation. Tout le temps une invitation. Ça me fait du bien de parler de ça parce que j'étais beaucoup dans ma tête. Tu sais, dans ma vie, j'ai fait aussi... j'ai fait un bac puis une maîtrise avec un mémoire de recherche. Puis moi, j'étudiais... Tu sais, quand tu parles que t'aimes les systèmes, moi, j'aimais les systèmes. J'étudiais les modèles d'affaires en entreprise. Comment... C'est quoi les différentes parties pour faire une entreprise, puis c'est en développement durable en plus. J'étudiais comment des entrepreneurs peuvent bâtir une entreprise pour créer de la valeur sociale et environnementale. Puis ça m'a même fait prendre un pas de recul pour comprendre comment une entreprise s'insère dans son écosystème. Fait que toute cette relation-là de qu'est-ce qu'une entreprise est comme entité, puis dans son environnement. Puis c'est un exercice de l'esprit, tu comprends le monde par ton analyse, tu observes, tu fais des schémas mentaux, puis c'est ce qui est particulier, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais pas tout régler dans ma vie juste par ma tête. Ouais. Puis je suis allée, tu sais, j'ai fait, il y a une époque où j'explorais, puis je voulais faire émerger, puis j'étais juste vraiment curieuse, fait que j'étais allée voir un psychologue, un psychothérapeute, un acupuncteur, des ostéopathes. Je cherchais beaucoup des réponses, je cherchais en fait à comprendre aussi qu'est-ce qui clochait de manière générale, puis vraiment graduellement, comme j'ai sorti un peu de ma tête, puis j'ai compris qu'il fallait que je décroche, puis que mon esprit scientifique, là, qui veut tout calculer, prédire, puis rentrer dans une belle boîte, puis qu'il y a un chemin à suivre clair, de dire fais ci, fais ça, ça va être réglé. Ça marche pas vraiment comme ça, puis que j'apprends aussi à écouter plus mes émotions, puis le corps, encore une fois, parce que tout est relié. Fait qu'au lieu... Et l'esprit scientifique cherche à expliquer les choses beaucoup. Donc, ça cherche à rationaliser les choses, à 1 + 1 est égal à 2. À atteindre des certitudes. Atteindre des preuves. Puis je comprends très bien, puis j'ai beaucoup ce cerveau-là aussi. C'est ça. Sauf qu'on se rend compte aussi qu'on rentre dans le corps que à un moment donné, il faut décrocher de ça. Parce que ça fait au niveau du cerveau, c'est que ça nous tient. Donc, disons, la pensée analytique, si on est dans le corps puis on essaie de se détendre puis recevoir les messages du corps, on va se rendre compte que le cerveau, il crée des nœuds, puis il est là, puis il regarde d'en haut. Puis moi, ça m'arrive encore, tu sais. Puis là, une fois qu'on se rend compte de ça, ben là, on libère le cerveau, on détend le cerveau pour descendre la gravité. Et là, on s'ouvre à quelque chose qui est beaucoup plus grand que l'esprit scientifique. C'est comme... moi, j'appelle ça la magie de la vie. Il y a vraiment des systèmes qui sont beaucoup plus grands que le système tangible ou matériel qu'on voit. Et ça aussi, c'est rempli de réponses. C'est rempli d'inspiration. C'est rempli d'énergie beaucoup plus subtile qui nourrissent le corps, comme la terre nourrit le corps, comme les tensions qui se délient nourrit le corps. C'est juste des textures un peu différentes. Mais une fois qu'on s'ouvre à tout ça, qu'on se dit, OK, il y a l'esprit scientifique, mais il y a quelque chose d'autre aussi, c'est comme si la vie nous écoute. Puis elle commence à nous offrir vraiment beaucoup de cadeaux. Ça j'y crois. Ouais. Une de mes questions, c'était comment peut-on savoir si nous vivons ou non une vie authentique? Puis je pense que la réponse, c'est on le ressent. Ça se ressent. Puis je pense que il y a des moments clés des fois dans notre vie où l'état de flow, on l'a ressenti. Puis c'est de dire qu'on était complètement immersé, on perd un peu la notion du temps, où on a un sentiment d'harmonie entre ce qu'on fait. Puis il n'y a pas nécessairement de tension, mais c'est de dire, OK, mais cette vie-là,
comment dire, le flow, c'est pas juste de dire « Ah, je vais le vivre de temps en temps » ou « Je vais vivre le flow, je vais déconnecter en voyage », mais c'est de dire comment est-ce qu'au quotidien, on peut cultiver ça pour que on se sente comme on se sente bien de jour en jour et que ce soit pas des moments exceptionnels de voyage. De voyage ou, tu sais, après d'accumuler de la souffrance en se disant « Ah, je vais vivre pleinement ailleurs, plus tard, etc., etc. » Ouais, des extrêmes que j'appelle. Donc, de pousser sa machine au bout pour ensuite aller libérer. Ouais. Ou juste des fois, on a hâte à la fin de semaine, tu sais, c'est de dire OK, je vais traverser la semaine, mais à la fin de semaine. Puis on sent qu'on vit en fin de semaine. Puis il y a tellement de memes sur Internet ou d'images humoristiques par rapport au fait que c'est lundi. Ah, c'est lundi, on recommence. Tu sais, puis je pense que pour moi, ça, c'est un signe. Si le lundi est pénible, qu'il y a quelque chose qui cloche dans le quotidien. Mais t'as dit un mot qui est super clé. T'as dit le mot harmonie. Donc, le mot harmonie, c'est vraiment... Le but encore de tout ce genre d'accompagnement, c'est de cultiver l'harmonie à l'intérieur pour que l'harmonie extérieure se reflète. Quand on voit qu'il y a plein de conflits qui se passent à l'extérieur ou... en fait, l'extérieur, c'est toujours un reflet du monde intérieur. Donc ça, c'est vraiment une prémisse numéro 1 de l'accompagnement. C'est quand quelqu'un arrive puis présente une situation extérieure, dans l'accompagnement, on va aller voir où est-ce que ça se reflète à l'intérieur. C'est quoi le nœud à l'intérieur qui manifeste ça à l'extérieur dans ta vie. Dans l'intention de créer une harmonie, un flow intérieur qui va rendre les relations plus fluides, qui va rendre les décisions plus fluides, qui va rendre les situations plus fluides. Dans l'optique d'être dans un flow. Dans un flow. C'est vraiment apaisant. J'entends le mot puis je sens mon corps qui se détend. C'est de dire comment on peut sentir que on est capable de prendre des décisions plus facilement parce qu'on se connaît. Puis on sait qu'est-ce qui est... Quand on se fait présenter des options, qu'est-ce qui nous ressemble ou pas. Je pense qu'avant, j'avais vraiment peur de vivre des obstacles ou d'être confrontée à des possibilités parce que j'avais la peur viscérale de me tromper et de pas prendre la bonne avenue. Puis mon esprit scientifique, justement, essayait de obtenir le plus d'informations possible sur la vie. Puis pour moi, les émotions puis les sensations physiques, c'était juste un input supplémentaire. Tu sais, c'était juste mon cerveau qui se disait OK, non seulement je peux analyser des faits, mais je peux analyser mes émotions puis mes sensations physiques. Puis là, je vais encore plus synthétiser, j'ai encore plus d'informations à synthétiser pour avoir un modèle mental puis comme arriver à une bonne réponse. Puis je sais que je me serais pas trompée parce que tout a été analysé pour me dire que cette réponse-là, c'est la meilleure. Puis il a fallu que j'apprenne dans la vie à dire il n'y a pas de réponse absolument meilleure parce que c'est subjectif. Puis ce qui est bon pour moi dans un certain contexte serait pas la décision optimale pour quelqu'un d'autre dans un autre contexte. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir peur de me dire OK, ça veut dire qu'il faut que je me connaisse puis que j'assume, que je comprenne qui je suis puis que je décide pour moi-même. Puis au début, ça fait peur, mais plus on le fait, puis c'est libérateur. Je sais pas comme... Ouais, tout à fait, c'est libérateur, puis je comprends super bien. Le processus décisionnel, c'est encore quelque chose qui est pas facile non plus pour moi. Puis plus on avance, plus les challenges deviennent grands, plus les décisions sont grandes. Mais on se rend compte à la longue que peu importe le choix qu'on prend, ce qui transporte notre vie, c'est une intention. Puis c'est quand on se connecte à cette intention qui vibre, justement, parce qu'on se connaît, puis c'est une intention qu'on porte. Souvent, ces intentions, c'est des intentions qu'on porte depuis qu'on est vraiment enfant, là. C'est des choses que quand on creuse, puis qu'on regarde, on se dit, mais mon Dieu, j'avais cette sensibilité-là quand j'étais enfant. J'étais capable de percevoir le monde invisible quand j'étais enfant. J'aspirais à être en communauté quand j'étais enfant. J'aspirais au partage, puis à l'amour universel quand j'étais enfant, puis je regardais le monde des adultes, puis je comprenais pas pourquoi il y avait des conflits. Ça reste mes intentions, sauf qu'en cours de route, on se fait conditionner, on se fait rentrer dans des moules, on fait des choix par peur, et ben ça nous cristallise, ça nous rend beaucoup plus rigide, le flow est moins flow à l'intérieur. Et après ça, le processus décisionnel devient beaucoup plus mental. Et je dirais que le travail, c'est, OK, je rentre dans une couche plus profonde, je retourne dans un flow, oups, je me suis recristallisée, je suis redevenue une personnalité, je redécristallise, je retourne dans un flow, j'apprends à me connaître plus, puis je me connecte à cette intention profonde qui est vraiment le moteur de l'action. Le moteur de l'action, derrière l'intention, je vais le dire straight comme ça, c'est l'amour. C'est l'amour de soi, c'est la connexion à soi, et l'authenticité ou cette transformation authentique, en bout de ligne,
d'un point de vue qu'on peut appeler spirituel, vraiment, là, c'est d'être dans ces états-là, dans des états d'amour, dans des états de bien-être, de paix, de joie, authentique, genuine, genuine, on dit en anglais. Ouais, de paix, d'aisance. C'est d'aller dans ces émotions-là. Ça crée un sentiment de... Comme, je sais pas, c'est pas mon mot préféré, mais de fertilité, tu sais, qu'il y a comme une certaine richesse puis une abondance dans notre vie. Puis dans mes recherches, j'ai souvent... Une étiquette que j'ai eue aussi, c'était l'étiquette d'être perfectionniste. Puis c'était pas nécessairement présenté positivement dans mon entourage, puis je l'ai pas internalisé positivement non plus. Ma voix intérieure, c'était que c'était mauvais d'être perfectionniste, parce que même si j'arrivais à des bons résultats, ça me rendait malade, puis tu sais, j'étais trop anxieuse, puis je faisais bien les choses, mais en manquant d'énergie, puis c'était pas optimal. Puis j'ai commencé à lire sur le perfectionnisme, puis juste à m'intéresser à la définition, puis à dire, OK, mais pourtant, tu sais, des athlètes de haut niveau, des artistes, c'est des gens qui sont pas juste perfectionnistes, des fois sont absolument obsédés par leur discipline. Fait que c'est de dire, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Puis un article que j'avais aimé qui disait, le perfectionnisme peut être défini comme, mettons, péjoratif, mais il y a aussi la quête de l'excellence, tu sais, qui est comme le revers. Puis qu'est-ce qui les distingue? Puis l'article disait, pour l'auteur, la différence, c'était que le perfectionnisme partait de la peur d'être mauvais, de la peur d'échouer, tu sais. Tandis que la quête de l'excellence est alimentée par l'envie d'exceller, puis l'amour, comme justement l'amour de ça, l'envie de se développer. Ouais. Puis j'ai comme compris que c'était pas mon action qui était problématique, tu sais, l'idée de comme de travailler fort, c'était que l'énergie initiale, c'était toujours la peur, c'est de me dire, si je le fais pas, les gens vont, tu sais, si j'ai pas une bonne note, si je travaille pas fort, j'aurai pas une bonne note, puis là, les profs vont penser ça, mes amis vont... Puis finalement, c'était au lieu de me culpabiliser parce que j'étais perfectionniste et exigeante, puis de me dire je ne devrais pas être exigeante, finalement je devrais baisser mes standards ou je sais pas quoi, c'est de retourner à cet endroit-là à l'intérieur de moi qui était plus de dire pourquoi je le fais, pourquoi c'est important pour moi qu'un travail soit bien fait, pourquoi c'est important que telle image soit belle et c'est ça, puis de me ramener à mon intention, puis d'alimenter ça dans le positif, de dire c'est parce que c'est important pour moi, parce que j'ai envie de le faire, puis... Oui, d'accueillir, de prendre aucune partie de soi comme étant mauvaise. Chaque partie de soi, elle a vraiment sa raison d'être. Et il faut comprendre aussi que les tensions qu'on a dans notre corps, qui peuvent être définies par des personnalités ou des identités, elles sont là pour une raison. Elles sont là pour soit nous faire vivre quelque chose, ou elles sont là aussi pour nous protéger. Une tension, prends un mur de bois, tu vas pas rentrer dedans aussi facilement qu'une feuille de papier ou qu'un nuage. Okay. Ça fait que d'être de notre nature, on est super sensible, nous, l'être humain. Ça fait que quand on se met dans des contextes qui sont tendus, qui sont difficiles, notre corps, naturellement, va se figer. C'est un mode de protection parce que, dans le fond, il sent qu'il est en survie. Ça fait qu'il va dire non, protège-toi, crée des schémas de pensée qui vont te protéger, apprends à répliquer, apprends à tough up, tu sais. Parce que sinon, tu te fais ramasser. Et c'est une réalité. On peut pas se le cacher. Moi, je traite beaucoup sur l'éducation des enfants, le développement des enfants, puis comment accompagner l'être humain à partir du fœtus pour, depuis le départ, rester le plus aligné possible. Tu sais, c'est vraiment c'est au-delà d'une passion, c'est comme une genre de vocation, je te dirais. Je le porte, puis c'est comme ça que j'essaie d'accompagner mon garçon. Mais d'un autre côté, je suis très consciente de la réalité dans laquelle on vit. Je suis très consciente qu'à un moment donné, ben, peut-être ou peut-être pas, il va devoir vraiment rentrer dans le système, ou du moins être au service du système. Et il doit apprendre à naviguer ces zones-là. Donc, il faut apprendre à, OK, j'ai cette identité-là qui est peut-être un petit peu plus tough, mais je sais que c'est pas moi. Je sais qu'au fond de tout ça, il y a quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fluide, qui est en relation avec quelque chose aussi de beaucoup plus grand, qui guide. Quand tu parles de système, parce que ton garçon là était à l'école traditionnelle, il a récemment pris la décision de faire l'école à la maison. Fait que ça, c'est un des systèmes, le système éducatif. Il y a aussi le système du travail, le marché du travail qu'on voit plus classique. Fait que c'est ça pour expliquer aux gens. Le mot système, c'est ça, finalement, en ce moment, c'est le système éducatif. Puis on peut catégoriser
les systèmes comme une boîte où est-ce qu'il y a un schéma de pensée, où est-ce qu'il y a des règles, où est-ce qu'il y a une façon d'être un peu imposée pour être acceptée. On peut, tu sais, d'une façon générale. Des fois, c'est imposé par des lois, des règles, puis des fois, c'est juste des conventions qu'on on se rend juste pas compte, puis c'est la norme. C'est juste normal, puis c'est inoffensif, mais des fois, on se rend pas compte que ça peut nous limiter. T'sais. Oui, et il y a rien, je veux vraiment spécifier, il y a rien contre aucun système. Chaque système sert quelque chose et a vraiment, vraiment sa place. Et moi, j'aime entrer dans les systèmes, puis jouer dans les systèmes, puis apporter cette authenticité-là dans ces systèmes aussi. Donc, c'est juste pour pas apporter de jugement en tant que tel à aucun système. Là. Fait que finalement, c'est ça, c'est t'as réalisé le système éducatif classique en ce moment correspondait pas nécessairement à te semblait peut-être moins naturel, finalement tu vas faire l'éducation à la maison. Oui, puis au-delà de ça, c'est encore là pour enlever tout jugement qui peut paraître comme un jugement. L'école à la maison, c'est quelque chose que j'avais pas le choix de faire. Juste parce que sur mon chemin d'authenticité, je me suis rendu compte que ça vibrait trop fort pour moi d'accompagner plus naturellement mon garçon dans l'éducation. Et c'est pour ça que je le fais. J'ai vraiment essayé, ma tête, elle a vraiment essayé de dire, mais non, c'est le fun, puis je suis attachée à la communauté, il est dans une communauté alternative, une école alternative que j'aime vraiment beaucoup, et vraiment, il y a une partie de moi qui veut vraiment rester, tu sais, mais ça me laissait pas tranquille. Je m'assois en méditation, je fais ma pratique, mais c'est tout le temps là. J'ai essayé de l'éteindre, donc ça revenait. Puis c'est ça. Mais c'est juste pour donner un exemple concret du processus par lequel moi-même je passe. Puis à un moment donné, je dis, OK, j'ai pas le choix de le faire. Ça fait partie d'un apprentissage que moi, je dois faire. Et à force de faire ce genre de trucs, je le sais que quand il y a des voix fortes comme ça qui sont à l'intérieur de nous, on doit les faire et c'est pour être au service des autres après. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui s'en vient après ça. J'ai vraiment aucune idée. Mais je le sais que ça va me permettre d'intégrer des leçons qui va me permettre d'être au service de l'humain d'une meilleure façon parce qu'il y a une nouvelle partie de moi qui va être intégrée. C'est intéressant d'avoir confiance que même si tu n'as pas la réponse de où tu t'en vas, tu sais pas exactement où tu t'en vas, mais d'avoir confiance qu'après ce cycle-là, c'est une étape, mettons, d'apprendre, de comprendre comment éduquer un enfant à la maison, il va y avoir d'autres choses. C'est une autre citation que j'aimais en anglais, c'était, je vais la redire, mais c'est « Regarde le plus loin que tu peux, puis une fois rendu là, ton horizon va être encore plus grand. » Tu sais, et ça me ramène à quelque chose que je disais aussi beaucoup, qui se ramène à des fois, on résiste tellement des expériences. Il y a des choses qui vibrent à l'intérieur de nous, puis on veut pas les faire. Puis des fois, on les fait, puis on a un regard à l'extérieur. Moi, je me faisais souvent dire par mon père, il me disait, mais jusqu'à quand tu vas faire ça? Tu sais, c'est-tu le voyage, le travail? Peu importe. Là, je veux vraiment dire, par rapport à, disons que je choisissais de prendre une avenue qui était, par exemple, hors norme, disons, OK? Puis le regard extérieur, c'était, mais jusqu'à quand tu vas faire ça? Puis une de mes réponses... Comme si c'était un trip ou un délai. Ou comme si je m'enlevais du chemin ou je m'en vais, tu sais, il y avait quelque chose que je faisais de pas correct, tu sais. Puis à chaque fois, j'avais cette réponse. J'étais comme, mais je vais le faire jusqu'à ce que je le fasse plus. Puis c'était vraiment ça. Parce qu'à chaque fois, ça m'amenait jusqu'à un certain endroit que je me retrouvais dans une autre fourche. J'étais comme, OK, ben ça l'a fini. La leçon, elle est apprise. Ça a perdu sa saveur. Ça n'a plus sa raison d'être, ce processus-là. Il y a quelque chose qui doit se transformer. Je dois rentrer plus profond et aller et écouter puis commencer un autre chemin. Et prendre cette partie-là, c'est intégrer, la prendre avec moi, mais d'une façon beaucoup plus à la source de pourquoi j'ai fait tout ce chemin-là. Très intéressant. Et quand c'est ton cheminement à toi, quand tu accompagnes quelqu'un d'autre pour justement avoir confiance un peu en la vie puis à apprendre à s'écouter, tu sais, très concrètement, ça ressemble à quoi un service avec toi, parce que là, c'est un programme en plusieurs séances. Je pense que le modèle en ce moment que tu aimes bien aussi, fait qu'il y a un mix de plusieurs séances de rencontres et aussi des rencontres de yoga en groupe. Fait que mettons ton service d'accompagnement 1 à 1. Quelqu'un qui se demande, mais qu'est-ce que de l'accompagnement en transformation authentique? Ça ressemble à quoi? Oui, donc si on prend ça sous forme de programme, donc ça se fait sous forme de 5 séances ou sous forme de 10 séances. Pour l'instant, c'est comme ça que c'est présenté. Et la personne, elle arrive, quand c'est en coaching, là je te parle, elle arrive avec un point A, puis elle a envie d'arriver à un point B, disons.
Puis le processus de transformation, c'est de la prendre exactement comme elle est et sous une forme de 1 heure. C'est des séances de 1 heure. De l'accompagner à se connecter plus à elle-même. Donc, il y aura de l'exploration, toutes sortes de situations, puis c'est tout le temps dans le moment présent. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça en tant que tel, mais c'est de tout le temps ramener la personne dans son essence. Donc, tout le temps d'aller chercher c'est quoi la plus vraie réponse pour cette personne-là. Et la réponse émerge de cette personne. Et dans l'accompagnement en coaching, on va utiliser aussi beaucoup le corps. Donc, ça se peut qu'on commence avec de la méditation, ça se peut que la personne soit amenée à bouger pour voir, OK, c'est quelle partie du corps qui est en train de plus appeler. Puis là, on fait une expressivité par rapport à tout ça, plus dans le mouvement. Donc, l'accompagnement en coaching est beaucoup plus dans le tangible, beaucoup plus dans l'action, je te dirais, parce que le but ultime, c'est d'amener cette transformation-là dans l'action, dans la vie de la personne. Donc, elle veut transformer sa vie concrètement. Donc, c'est souvent accompagné à la fin par des prises d'action tangibles. Et ça arrive. On a Vincent qui a échappé sa téléphone. Le cadrage est correct? Wow. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que le point B devient un point D ou un point X ou un point Z. Dans le sens que la personne arrive avec, disons, peut-être une idée de où est-ce qu'elle veut aller, mais c'est souvent... on suit l'intention de la personne et le point X, Y, Z est beaucoup plus authentique que qu'est-ce qu'elle portait. Des fois, on va plus loin ou on se rend compte que c'est un point parallèle, en fait, c'est ça qui... Oui, on voit la source du désir de pourquoi aller au point B. On voit vraiment l'intention, puis on déloge le potentiel de la personne. Il y a un potentiel qu'on regarde la situation B où est-ce que la personne veut aller, on la regarde puis on dit, OK, qu'est-ce qui se cache dans cette situation-là? C'est quoi l'essence de la situation? Et c'est le potentiel qu'on va chercher. Et ce potentiel-là, c'est ce que la personne porte à l'intérieur. C'est pour ça qu'elle est attirée à aller vers là. Donc, c'est de réoutiller la personne à vibrer ce potentiel-là pour que ce qui commence à rôder autour de sa vie, ben, ce soit une manifestation de ça, plutôt que d'y penser du contraire, objectivement, où est-ce que, OK, je veux arriver au point B, je vais faire le plan pour me rendre du point A au point B. Ouais. Et je reste rigide par rapport à ça. C'est ça, c'est d'aller plus profond, puis de dire, mais est-ce que c'est vraiment le point B? Est-ce que c'est vraiment la problématique? Je pense que l'aspect scientifique, et ça, c'est des choses que j'aime beaucoup, c'est l'approche scientifique commence par la définition du problème, tu sais, du vrai problème, de la vraie chose, avant de sauter dans un plan, dans la planification. Puis je pense que ça revient un peu à des fois qu'on essaie d'adresser certains trucs dans notre vie, comme le fait qu'on trouve qu'on mange trop. Moi, je me rends compte quand je suis stressée, je mange beaucoup de sucre, tu sais. Puis avant, j'essayais de réprimer l'envie de manger du sucre, tu sais, je disais faut pas que je mange du sucre, puis c'est ça mon plan, puis nanana. Puis là je me rends compte faut que j'aille plus profond en me disant non, j'ai envie de manger du sucre parce que je suis nerveuse, je s'énerve, puis le sucre ça me réconforte, puis je vais aussi être tournée vers certains aliments sucrés qui sont reliés à des souvenirs d'enfance. Tu sais, il y a certains aliments sucrés que j'ai pas envie de manger, ça m'amène rien, mais il y en a je suis comme ok ouais, du chocolat, des ci, des ça, j'en mangeais quand j'étais enfant. Puis là je me rends compte c'est ça, le problème c'est pas que je veux manger du sucre, c'est que je suis stressée, mais pourquoi je suis stressée? Puis là, tu remontes, puis là, tu te rends compte, au final, de la vraie cause, puis de ce qui bloque. Puis la solution se trouve dans le problème. Donc, c'est ça, la personne, elle arrive avec un problème, puis à la place d'aller chercher la réponse à l'extérieur du problème, on regarde le problème même, puis on rentre dedans, puis on voit, ben, c'est où ce problème-là, c'est quoi la source, comme tu dis, mais d'un point de vue, à ce moment-là, corporel. Donc, ça, c'est l'accompagnement en conscience corporelle, où est-ce que le yoga arrive plus, puis d'autres modalités aussi que j'ai acquis, là, dans les dernières années, toujours en lien avec c'est quoi le corps, comment on fait pour écouter le corps, comment on l'accompagne, puis comment on le nettoie aussi, comment on se dégage aussi des choses qui ne nous appartiennent pas, parce qu'il y a beaucoup de choses que notre corps absorbe comme une éponge, qu'on a besoin aussi de se détacher pour aller chercher, ben c'est quoi qui nous appartient pour vrai, c'est quoi notre réponse, sans l'influence de tous les schémas extérieurs ou des tensions ou toxines extérieures, si je peux me permettre de le dire comme ça. Des fois, quand on parle de créer de l'espace, oui, on dirait que quand tu as dit ce mot-là, je voyais aussi comment l'espace physique va influencer comment on se sent. Puis je pense qu'il y a une partie de moi qui, longtemps, je me disais, faut pas que je me laisse influencer par l'extérieur, tout est dans l'esprit, dans la tête, mais
maintenant, je veux plus assumer le fait que, universellement, l'humain est influencé par ce qu'il voit, les couleurs, les odeurs, les textures, comment l'espace est aménagé. Il y a des réponses physiologiques ou émotives qui émergent naturellement. Si on met quelqu'un dans une pièce complètement noire ou rouge, il y a une certaine émotion qui va émerger. Je serais sceptique à l'idée que quelqu'un dans une pièce complètement rouge avec des trucs pointus se sentirait paisible et reposé. Fait que je pense que ce qui m'intéresse aussi, c'est le lien entre notre environnement puis comment on se sent puis comment on peut bouger librement. Ouais. Fait que quand on a réaménagé l'espace ici pour installer nos bureaux, on s'est dit comment justement on crée l'espace pour se sentir bien puis avoir envie de bouger plus librement. Puis des fois, il faut aménager les choses différemment, puis des fois, juste créer des espaces vides. Physiquement, il faut créer des espaces vides parce que si tout est tout le temps... si on vit dans un environnement encombré, on se rend pas compte que physiquement, on se sent plus limité. Puis c'est comme de créer cette même sensation-là à l'intérieur de soi. Puis quand tu as dit le mot espace, pour revenir à ça m'a fait penser à ton espace de travail avec les gens. Tu travailles de la maison. Oui. Puis c'est une pièce au sous-sol, puis quand on arrive, c'est vaste, tu sais, c'est épuré, c'est une maison de ville, tu sais, parce que c'est pas un manoir, c'est pas immense, mais on sent une ouverture parce que c'est épuré, il y a des tapis au sol, des couvertes. Tu sais quoi? Oui, ben dans le coin, il y a une pile de couvertes. Je l'avais remarqué, la pile de couverture. C'est ça, j'étais comme... mais sinon, j'enlève pas mal tout quand... c'est clair. Il y a une image, tu sais, de nature dans un cadre. Puis juste d'arriver dans cette pièce-là, tu sais, ça crée un sentiment de... On se dépose, on relaxe, puis ça laisse la place, on enlève tout le bruit extérieur, puis ça laisse la place à s'écouter, dans le fond. Est-ce que tu as d'autres trucs concrets qui t'aident, toi, à créer cet espace-là, puis cette ambiance-là, propice à se tourner vers l'intérieur quand tu travailles avec les gens ou quand tu es toute seule? Tu veux dire... Tu sais, comment tu aménages ton espace? Quel contexte est-ce que tu essaies de créer pour faciliter ton travail d'accompagnement? Un peu ce que tu as dit. Donc, de vraiment épurer la pièce, de pas avoir d'objet de distraction autour. Tu parles de comment aménager ma pièce physique, c'est ça? Oui, je peux faire brûler, par exemple, un petit encens, de la sauge ou n'importe quel encens qui viendrait purifier l'espace. C'est un espace dans lequel moi, je médite. Dans lequel moi, je fais ma pratique quotidienne de yoga. Donc, à la base, ça se veut être un espace de connexion à soi. Donc, ça le porte. La vibration de l'espace, c'est ça. Il y a très peu d'autres choses qui se passent dans cette salle-là que ça. Que de l'accompagnement de l'humain. Ou, bon, c'est sûr, mon garçon vient jouer de temps en temps, mais c'est toujours dans cette même intention d'accompagner l'humain dans son authenticité, puis à se connecter à soi. Tes cours de yoga aussi se déroulent? Oui, tout se déroule dans cette pièce-là. Est-ce que tu utilises la musique? Non. Pas personnellement, puis pas en groupe non plus? Non, dans ma pratique personnelle, tu veux dire? Dans les deux. Dans le fond, personnellement, quand tu médites, c'est sans musique. Oui. Puis quand tu travailles avec les autres, le yoga, c'est vraiment ta voix qui rythme le mouvement. C'est l'accompagnement, c'est le corps de la personne qui guide la séance. Et puis moi, je suis là pour tenir l'espace, puis pour guider en conséquence de qu'est-ce qui est perçu, puis qu'est-ce que des fois la personne peut le nommer. Parce qu'on entre en dialogue avec les tensions du corps quand on entre plus en accompagnement en conscience corporelle. Puis la personne, au fur et à mesure qu'elle touche des tensions, ben elle va nommer qu'est-ce qui apparaît comme voix à l'intérieur. C'est quoi les messages? Et on va épurer la tension, on va enlever couche après couche pour éventuellement arriver aux besoins de base et arriver à des choses qui sont vraiment beaucoup plus profondes, beaucoup plus cachées. Donc la personne elle ressort vraiment avec ses réponses propres avec un accompagnement lorsque c'est en dialogue comme ça. Sinon, ça peut être une pratique de yoga régulière où est-ce qu'on commence avec une méditation dans le corps puis une série de postures selon des places stratégiques là, dans son corps qui sont prêtes à ouvrir. Là, on a parlé du corps et du mouvement. Oui. Un thème qui est pour la séance. Dans le fond, on a fait une séance ensemble.
Moi, mes questionnements, c'était par rapport à mon identité, par rapport à l'identité de mon entreprise. Puis encore une fois, ça nous a mené ailleurs. Puis il y a d'autres choses qui émergeaient, puis ça m'a vraiment fait du bien. Mais un mot qui revenait souvent dans ton vocabulaire, puis ce qui m'a vraiment apaisé, c'était le mot douceur. Puis moi, comment je vois mon esprit, c'est pas un esprit très doux, c'est un esprit qui fouette, puis qui drive, puis qui dit fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Puis ça me demande du courage dans ma vie d'assumer, tu sais, sa vulnérabilité, puis de dire que tu peux progresser dans la douceur, puis tu sais, l'amour de soi, puis tu vas être productif quand même, puis tu vas te sentir bien. C'est pas une émotion avec laquelle j'étais la plus confortable. Puis récemment, d'accepter l'immobilité. Tu sais, des fois qu'il faut se poser, puis se reposer, et agir avec douceur. Fait que, je sais pas si tu veux rebondir un peu là-dessus, puis me dire qu'est-ce que ça représente pour toi l'immobilité, la douceur, en contraste justement au mouvement intérieur, tu sais, cette dualité-là entre le mouvement et l'arrêt, je sais pas. Oui, c'est que dans l'immobilité, je vois de la mobilité. Je crois que c'est constamment en mouvement, justement. Donc, même si quelqu'un paraît immobile, il y a tout le temps quelque chose qui est en train de bouger à l'intérieur. Donc, même si quelque chose est tendu, ça reste quand même une sensation qui va rentrer dans une mobilité. Donc, si tu parles d'immobilité dans le sens que la pratique amène les gens à être des fois plus statiques, c'est dans l'optique de détendre le corps et de s'ancrer à l'intérieur de soi. C'est vraiment ça le principe derrière cette immobilité perçue là. Mais vite, lorsqu'on lâche prise et qu'il y a le sol qui est en dessous de nous, il y a une relation qui se crée avec le sol et on se rend compte que cette terre, qu'on peut appeler la terre-mère, elle est très nourricière de nature. Donc, c'est dès qu'on laisse aller le poids sur quelque chose, ça c'est en génie mécanique, il y a la réaction opposée qui vient. Donc, plus on a ce lâcher-prise, ce surrender, comme on dit en anglais, sur la terre, plus elle va nous offrir en retour, en force égale. OK? Puis c'est très nourrissant, c'est ça, c'est une nourriture. Donc, dans l'immobilité, il y a cette mobilité-là constante lorsqu'on a cette ouverture et la douceur, juste pour comme ramener ça, c'est que, oui, ce que tu as expériencé, c'est en douceur. Des fois, ça peut être un petit peu différent, mais c'est vrai qu'à la base, l'essence du travail se fait dans la confiance. Puis un corps s'ouvre seulement lorsqu'il est en confiance. Et cette douceur-là, elle apaise, oui, elle apaise beaucoup les gens. Mais encore là, ça dépend de la personne. Okay. Des fois, il y a une personne qui va réussir à se relaxer seulement si on parle fort. Okay. Qu'on parle feu. Donc, ça dépend, mais c'est vrai que dans mon approche, il y a beaucoup de cette douceur qui en fait, c'est ça, tu t'adaptes à la personne. Tu sens son énergie, puis tu vois comment toi, par ton énergie, tu peux canaliser ou changer l'ambiance. Puis peut-être c'est ça. Ce qui a émergé de mon besoin en moi, c'était plus de la douceur. Peut-être parce que j'allais pas là naturellement. Puis tu m'as comme donné la permission de me sentir comme ça. Ouais. Fait que quelqu'un qui est seul à la maison. Par exemple, on va prendre mon exemple personnel. J'ai une séance avec toi. Je veux poursuivre un peu cette progression-là par moi-même. Puis je me demande, qu'est-ce que je peux faire c'est ça, par moi-même, chez moi, pour cultiver au quotidien, pour amener cette transformation-là. Est-ce que tu as des trucs concrets pour que la personne apprenne à avoir confiance en son corps, à créer l'ambiance qui est propice à changer? Pour créer l'ambiance, c'est très personnel. Ça va vraiment dans la connaissance de soi. Donc, quand tu parles d'espace, de rentrer dans un espace, est-ce que tu te sens bien dans cette pièce-là? Comment ton corps réagit dans cette pièce-là? Donc, de développer cette relation au corps, c'est un apprentissage, c'est une pratique, ça c'est sûr. Ça peut se faire graduellement avec des petites choses. Par exemple, quand je mange cette nourriture, comment je me sens après? Quand je mange du sucre, est-ce que j'ai un hype, après ça je crash? Ou est-ce que tout de suite je me sens endormie? Donc, de commencer à développer sa propre conscience corporelle, parce que n'importe qui de l'extérieur peut dire « fais ça, ça va donner ce résultat », c'est pas vrai. La preuve, c'est que chacun d'entre nous va vivre sa propre expérience et ne va apprendre et ne va savoir que lorsqu'elle l'expérience elle-même. C'est pour ça que c'est vraiment les réponses de la personne qui sont importantes. Ça fait que dans un cas comme ça,
Je pourrais donner des trucs, par exemple, quand tu marches ou quand tu travailles debout, laisse la gravité agir sur ton corps. Comme ça, dans ton mouvement quotidien, tu habitues ton corps à être, à pas être tendu. Au lieu de dire, faut que j'aie le dos droit, faut que j'aie les épaules en arrière, Ouais. Ça c'est un des trucs qui est très accessible. Tu marches dehors, tu vas faire ton épicerie, ben tu t'es en connexion avec tes pieds, tu te détends dans ton bassin, puis tu te laisses transporter par tes jambes plutôt que tu penses à plein de choses en même temps puis que t'es déjà rendu à ton étape d'après. Donc de voir tout le temps où est-ce que ton attention elle est, ça c'est vraiment c'est très clé, très clé, et de ramener cette attention tout le temps au niveau du corps et autant que possible au niveau de la connexion vers la terre, qui va automatiquement aider tes tensions à relâcher. C'est intéressant comment... J'aime comment ta réponse, c'était d'écouter à travers toutes les petites actions quotidiennes. Tu sais, il y a une vision de la méditation. Je pense que quand les gens pensent à la méditation, ils pensent à cette position-là statique, en indien, les mains d'une certaine façon, qui est avant ou après ta journée ou au milieu pour prendre une pause, pour se déconnecter. Je pense que c'est bénéfique parce que ça permet des fois, il faut se retirer de notre environnement pour percevoir justement ce système-là. Comme beaucoup d'autres personnes, j'ai fait un voyage en Inde, tu sais, j'étais allée dans un ashram pour m'isoler, puis j'ai fait du yoga tous les jours. Puis ça m'a permis de comprendre un peu c'est quoi ma vie à Montréal, puis de me positionner sur ce que je voudrais ou pas. Mais j'essaie aussi, à travers des petits gestes quotidiens, de dire, je vais méditer en mouvement, tu sais, fait que, justement, de dire que plein de choses qu'on vit dans la journée, c'est une opportunité de se questionner, puis de se poser, puis de se dire, qu'est-ce que ça me fait sentir? Puis que ça n'a pas besoin d'être des voyages phénoménaux pour être significatif. On a des milliers d'opportunités dans la journée de se poser de comment ça me fait sentir. Puis éventuellement, on va être capable de tracer un portrait de « Hey, c'est drôle, ça me donne l'énergie, ça m'en enlève. » Il y a une invitée à un autre podcast que j'écoutais qui avait dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Elle disait, des fois, il y a des choses vraiment simples qui nous drainent. Puis il y a des choses vraiment complexes qui nous énergisent. C'est pas la chose en soi qui est énergivore ou pas, tu sais. Pour certaines personnes, il y a des trucs comme moi, poser des cadres, là, ça me draine. Je déteste poser des cadres. Comme là, je pointe les tableaux parce que récemment, on a installé les tableaux. C'est vraiment simple, genre, mais ça me vide. J'aime pas ça, faire ça, tu sais. Mais il y a des choses ultra complexes, comme tu sais, des fois des conflits relationnels ou des problématiques d'affaires que c'est très complexe, c'est très long, ça peut prendre des mois avant que je comprenne, mais ça m'énergise parce que je me sens dans mon élément puis ça me fait du bien. Fait que finalement, comme tu dis, il y a rien qui, objectivement, va créer une certaine réaction assurée chez tout le monde. C'est plus de se dire qu'est-ce que chaque contexte te fait sentir, puis à la longue, de se rediriger vers les choses qui nous font du bien, qui nous font sentir bien. Oui, développer cette connexion à soi, c'est vraiment l'essence d'être... que on devienne notre meilleur ami, tu sais. Que notre corps devienne notre meilleur ami, que ça devienne notre plateforme de jeu, ça devienne notre terrain d'exploration. C'est de développer cet amour de cette machine, puis quand ça se met à se crisper ou que ça se met à développer des symptômes, on le sait tout de suite, on dit l'alarme sonne. Puis même souvent avant que l'alarme sonne pour vrai, on commence à percevoir cette subtilité de oh là là, si je continue, il y a quelque chose qui va crasher, parce qu'on commence à sentir la perte d'énergie, on commence à sentir le corps qui se recroqueville, ou puis les schémas de pensée commencent à changer aussi à ce moment-là. Donc c'est de la connaissance de soi, c'est vraiment un chemin de connaissance de soi, puis il faut que ça vienne d'une intention encore là genuine, authentique. Ça peut pas être imposé, c'est un appel, ce genre de chemin-là, c'est vraiment quelque chose que tu dis à un moment donné, j'ai vraiment envie d'adopter ce mode de vie, et ça devient un mode de vie, c'est rendu une extension de toi. Donc, au début, on peut commencer en pratique, on se crée des routines quotidiennes. Puis je dis pas de laisser tomber ça non plus, mais à un moment donné, ça devient une extension, c'est-à-dire qu'on est en mouvement et notre corps est détendu. Donc, comment être détendu dans le mouvement, comment être harmonieuse en relation, tu sais, ça devient une intention globale. Et il y a des trucs concrets comme ça qu'on nomme, qui peuvent aider au début les personnes, oui.
quand tu parles d'aimer cette machine-là qui est notre corps, je pense que, comme on en a parlé brièvement en introduction, mais j'ai l'impression que la représentation du corps dans les médias, dans la société en général, est pas nécessairement très nuancée ou complexe ou riche. Je trouve que c'est ça, c'est un peu dans le monde du sport, c'est le corps machine. Tu sais, j'ai fait du sport de compétition, puis on parlait un peu de psychologie sportive, puis ça m'avait intéressé, là, le lien entre les deux, mais c'est le corps comme une machine. Quand je pense aux pubs de Nike, là, c'est le no pain, no gain, ce courage-là, puis autour de la posture et de la musculature. Puis même des fois, dans le monde spirituel, j'ai pas d'auteur qui a particulièrement critiqué le corps, mais j'ai l'impression qu'il y a plus un accent sur l'esprit ou l'âme, et que le corps est vu plus comme un support temporaire de la vie sur Terre, tu sais. Puis je me dis, récemment, j'essaie de me poser puis de me dire, non, c'est un véhicule exceptionnel, puis il est indissociable de nos émotions et de nos pensées. J'avais entendu une experte de la vie émotive, je pense que c'était une professeure à Harvard, qui expliquait qu'une émotion n'existe pas sans une pensée puis une réaction physiologique. Tu sais, si tu analyses une situation que tu juges injuste, ça va venir avec une émotion peut-être, c'est ça, un sentiment d'injustice ou de la colère, puis ça va venir avec une tension physique ou une réaction physique où tu vas avoir chaud, tu peux pas juste comme penser à un truc paisible sans te sentir apaisé, comme tout va ensemble. Ouais. Fait que toi, dans ton processus, dans ta progression personnelle, justement, t'as abordé que t'étais très dans les sports. Oui. Puis tu poussais ton corps vraiment loin, puis à un moment donné, ça l'a cassé. Oui. Puis on n'a comme pas parlé de qu'est-ce qui s'est passé après. Tu sais, comment t'en es venu de cette vision-là d'un corps performant, puis qui était très exigeante envers toi-même, à peut-être une approche plus paisible, disons. Oui, ça m'a pris du temps, dans le sens que cette première leçon n'a pas été la leçon ultime. Dès que j'ai repu faire du sport, je suis retournée dans le sport. De la même façon? Peut-être pas. J'ai jamais pu retourner comme avant, parce que mes genoux, ils ont jamais pu... ils se sont jamais rétablis comme avant. Puis il y a les messages autour de mes genoux aussi, donc ça, c'est par après que j'ai pu découvrir ça. Mais dans ce temps-là... j'avais recommencé à faire du sport, puis j'avais déménagé en Afrique pour le travail. Mm-hmm. Et j'avais commencé à avoir beaucoup des symptômes très physiques, là. Tu sais, j'étais étourdie, mon système immunitaire commençait à vraiment pas très bien aller dans ces moments-là. Puis je me suis rendu compte, c'est un moment très spécifique où est-ce que mes épaules étaient tendues comme ça. Je travaillais beaucoup, mais j'adorais mon travail. Vraiment, l'expérience que j'ai eue en Afrique était numéro 1. Mais à un moment donné, j'ai pris conscience que j'étais tout le temps les épaules tendues. J'étais à mon ordi, puis c'est que j'ai simplement commencé à réaliser que mon corps faisait ça. J'en avais pas pris conscience avant. Puis ça a été à ce moment-là que je me suis dit, j'ai été curieuse. Mm-hmm. Mes blessures d'avant, j'avais pas été aussi curieuse. J'étais comme, non, je veux me rétablir pour pouvoir re-être comme avant, pour pouvoir monter telle montagne, pour pouvoir, tu sais... Mais là, à ce moment-là, je me suis dit, attends 2 secondes. Est-ce que mon corps, est-ce que ça se pourrait que mon corps soit en train de me dire quelque chose? J'avais aucune idée, moi, du monde de la conscience corporelle dans ce temps-là. Vraiment, là, je savais même pas que ça existait. Je faisais des crises de foie chroniques dans ce temps-là. Okay. Ouais, j'avais des gros symptômes physiques de trucs qui me parlaient, mais je l'approchais scientifiquement, dans le sens, OK, je mange trop de fromage, mon foie, il fait mal. Ouais. Ou, etc. C'est ça. Puis à ce moment-là, dès que j'ai eu cette vraie curiosité, donc cette question sincère qui est venue, ben là, le chemin a commencé à s'ouvrir à moi. Puis ça sonne un peu flyé de le dire comme ça, mais c'est vraiment de la sincérité de la question, les réponses ont commencé à venir. Ma façon d'être ingénieur a complètement changé. J'ai pu accepter d'être tendue ou de me stresser, même si c'était pas pour la performance, mais pour l'amour de mon travail que j'avais, et j'aimais vraiment mon travail. Mm-hmm. Mais quand je voyais que je respirais pas, puis ça a été un autre déclencheur juste avant de partir en Afrique. Mon amie m'avait dit au téléphone, elle m'a dit, mais Jen, est-ce que tu te rends compte, tu respires pas? Puis là, ça avait fait... J'avais pris conscience à ce moment-là que mon diaphragme était vraiment, vraiment tendu. C'est que ça a été 2 points clés de « Attends, je vais regarder à l'intérieur. Il y a peut-être de quoi qui est en train de se passer. » Et ça a fait effet boule de neige
pour, à un moment donné, avoir d'autres expériences en voyage qui m'ont ouvert, qui m'ont amené dans des sphères de conscience vraiment plus grandes, où est-ce que ma perception des choses elle a complètement été transformée juste par la vibration de l'endroit où est-ce que j'étais. Et vraiment, c'est comme si on m'a littéralement enlevé un voile devant les yeux, un gros filtre qui s'est enlevé, puis je me suis mis à voir des choses que je voyais pas avant. Je me suis mis à percevoir la nature d'une façon complètement différente, les couleurs, tous mes sens étaient hyper aiguisés. Et ça m'a amené encore plus dans OK, c'est quoi ce corps? C'est quoi que je reçois, cette information-là? Comment ça que, tout d'un coup, là, tu sais, ça me fait quasiment mal aux oreilles tellement les sons sont forts, tu sais. Puis, j'ai été habitée en communauté spirituelle, ou je suis restée en communauté spirituelle après cette série d'événements, parce que là, j'étais rentrée dans un momentum. Il y avait vraiment quelque chose qui me guidait. C'était un filon. C'était vraiment un filon. Tout ça s'est passé, là, c'est tout dans pas très longtemps, tu sais. Puis, dans cette communauté spirituelle, ben là, je suis rentrée en contact avec des guérisseurs, avec des personnes qui accompagnent les gens dans des thérapies de groupe de traumatisme d'enfance primale, tu sais, d'aller défaire les tensions de toutes sortes de choses. Et je suis sortie de là en me disant, ben, j'ai l'impression que je vais travailler avec l'humain dans la guérison, dans l'accompagnement. Et ça a tout été une série de synchronicités, de coïncidences, honnêtement, après ça. De rentrer dans des écoles qui étaient en lien vraiment avec le corps humain, la biomécanique du corps humain, et aller à l'écoute du corps humain. Qu'est-ce qui se cache dans les sensations physiques? C'est fascinant comment, c'est ça, du point de vue extérieur, quelqu'un pourrait penser que, tu sais, des fois qu'on tergiverse, qu'on sort de cette voie-là, mais c'est drôle parce que tu as commencé tes études en génie mécanique en disant la biomécanique, la biologie m'intéresse, puis finalement, t'as fait un voyage, puis ça aurait pu, tu sais, t'amener complètement... Mais finalement, ça reste dans une certaine zone, puis t'es revenu à l'humain, puis au corps, puis... C'est très... Puis je dirais que c'est dans ces expériences-là, après ça, qu'on a confiance, tu sais. On se dit, OK, ben, le processus, on commence à le comprendre, puis on s'en permet plus, tu sais. On se dit, de toute façon, il y a vraiment quelque chose qui me guide dans mon intention. Et ce qui est vrai pour moi va rester. Ça va jamais nous quitter. Ce qui est vrai va rester, ce qui est pas vrai va être laissé aller, éventuellement. C'est ça qui est intéressant. Plus on creuse, plus ce qu'on trouve est stable dans la vie. Tu sais, c'est quelque chose qui, comme tu dis, il y a des intentions qu'on sent qu'on avait depuis l'enfance, puis ça perdure dans le temps, puis on peut s'appuyer là-dessus, on peut s'ancrer là-dessus pour guider notre vie par après. Puis on sait pas les réponses, on sait pas concrètement comment nos journées vont s'articuler, mais il faut avoir confiance que si on suit notre intuition, ça va nous amener là. Comme je prends l'habitude maintenant, l'année passée, puis cette année, je me suis établi des intentions pour mon année. C'est comme l'année passée, l'intention, c'était de me sentir à la maison. Fait qu'il y avait l'ancrage dans ma communauté, dans ma ville. La maison physique aussi, de me créer un cocon confortable, mais il y avait aussi de se sentir chez soi dans son propre corps, parce que je sentais que j'étais déconnectée de mon corps. On parlait des fois certains complexes qu'on a comme filles ou des insécurités, puis on dirait que je voulais pas être dans mon corps parce que je me disais, c'est pas moi, j'ai honte, je veux pas vivre là. Puis je me suis rendu compte qu'il faut unir le tout, puis j'avais envie d'être dans mon corps, puis de bouger en étant dans un état de flow, puis de me sentir bien, puis d'être fière. Puis là, cette année, l'intention, c'est la création pour Renard, puis de créer de manière personnelle et authentique. Je pense que toi aussi, t'es dans ce cheminement-là, que t'es en étape où t'as envie t'as un blog qui est... t'as quand même beaucoup d'articles, il y a une certaine abondance, puis on sent quand tu écris que c'est très personnel, puis tu veux un peu continuer dans cette voie-là. Fait que c'était un peu... pour ça, initialement, que je t'avais contacté, c'est de dire, OK, là, je suis à l'étape où il faut que je crée des choses, puis ça me fait peur, puis je sais pas exactement pourquoi, puis je veux explorer ça. Oui, de donner naissance à ses propres projets de manière authentique, c'est vraiment ça. Projet ou autre, là. Mais... C'est ça fait du bien de sortir de sa tête, de plonger à l'intérieur pour qu'après, agir dans le monde réel. Je pense qu'un des dangers, c'est d'être tellement dans les plans intellectuels puis de jamais concrétiser ce qu'on veut faire puis d'aller dans le monde réel. En tout cas, c'était un apprentissage pour moi. Mais en tout cas, pour un peu boucler la boucle, il y a une question qui a émergé tantôt quand tu me parlais, tu parlais de curiosité,
de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il y a des questions clés que tu utilises souvent, que tu te reposes à toi-même souvent pour faire émerger des idées ou des questions que tu poses aux autres, que tu te rends compte que ça met la table? Écoute, particulièrement, non. Mes séances sont tout le temps extrêmement intuitives. C'est tout le temps vraiment créé ou co-créé dans le moment. Mais des questions qui ouvrent vraiment l'esprit, il y en a, par exemple, qu'est-ce qui est possible? Juste de dire ça va ouvrir un champ de conscience. C'est une question ouverte qui peut vraiment aider. Ou comment je me sens, des fois? Quelque chose d'aussi simple pour moi, là. Oui, le comment je me sens peut être tricky parce que ça peut nous faire nous perdre des fois dans les émotions puis tout ça, mais il n'y a pas de problème non plus à ça. Mais quand on pose des questions comme ça, je tends à poser des questions qui sont dans la curiosité, qui vont venir ouvrir le cœur. Parce que c'est là que, ça va circuler puis ça va ouvrir la conscience. Ça va amener dans un état où est-ce que on va chercher des réponses les réponses vont venir à nous d'une autre façon. Mais j'utilise pas beaucoup cette tactique-là. Je réponds à ta question parce que dernièrement, je me dis ça, tu sais, mais c'est pas quelque chose que je fais, que je fais beaucoup. Je fais beaucoup plus l'écoute du corps dans les sensations. Puis, quelle est la sensation? Fait pas comment je me sens au niveau émotif, mais quelle est la sensation, le message derrière la sensation? Oui, c'est ça. Dans ce sens-là, oui, c'est qu'est-ce qui parle maintenant, oui. OK, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? De se mettre dans une position d'observateur et non pas de juge, tu sais, de dire... Tout à fait. Je suis en colère, c'est bien, c'est mal, c'est ça. Souvent, il y a plusieurs couches émotives. C'est ça, je me rendais compte. Quand je commençais à être anxieuse, ben là, je me sentais coupable d'être anxieuse. Puis après, j'avais honte de... tu sais, puis il y a plusieurs piles. Puis là, c'est plus de se dire, OK, au lieu de porter un jugement sur comment tu te sens, puis de catégoriser les choses, c'est juste de prendre un pas de recul, d'observer, puis de dire qu'est-ce qui est devant moi, tu sais. Oui, puis même encore là, l'observation, c'est comme en relation. Il faut vraiment rendre son corps comme une relation humaine. Ta meilleure amie, elle va s'ouvrir devant toi à te parler parce qu'elle sent en confiance avec toi, parce que t'es avec elle quand même. Donc, si t'es juste là, puis tu l'observes, puis t'es détaché, il y a une froideur qui va, tu sais, il y a comme un détachement qui se crée. Puis si au contraire, t'es là, puis tu veux être trop fusionné avec elle, t'étouffes, là, t'étouffes. C'est exactement la même approche dans le corps. C'est, OK, toi, t'es une présence. Si t'es juste là, par-dessus, à observer, ben, ça va pas, le corps va pas s'ouvrir de manière, ça va pas s'ouvrir de cette façon-là. Puis si au contraire, tu veux juste te perdre dedans, puis ça va aussi... T'as plus de recul, puis là, t'as plus de repères, tu te perds dans tout ça. Ah, fait que c'est intéressant, c'est vrai, c'est pas de se passer à l'extérieur, mais c'est d'être ancré puis d'être dans le ressenti. C'est être ancré et laisser émerger. Et être avec ce qui émerge. Être en relation avec ce qui émerge. Et les réponses viennent. Il y a vraiment des... Il y a des mots qui viennent, il y a des réponses qui viennent dans cette approche. Mais je le note, puis je vais beaucoup réfléchir à ça, parce que beaucoup mon approche de méditation, c'est d'essayer de me détacher de mes pensées, de pas... que pas mes pensées deviennent mon identité, là, de dire « je suis anxieuse », puis là, tu vas juste comme ça, mais c'est aussi... C'est vrai qu'à l'extrême, ça peut créer un sentiment de détachement, puis que tu te dissocies des fois de toi-même. Fait que je le comprends. Fait que de plus s'ancrer dans le ressenti. C'est une note que j'ai à moi-même. Fait que quelqu'un qui aimerait te contacter, en apprendre davantage sur ton approche, c'est quoi les meilleurs points de contact? Le web, les médias sociaux. Oui, j'ai Instagram. Donc, j'utilise beaucoup mon Instagram, justement, avec photos puis texte. J'ai aussi l'Instagram, je pourrais vous donner l'adresse. Puis, il y a aussi mon site web, jenniferacad.com, où est-ce qu'il y a un appel découverte. La première page, vous allez voir qu'il y a un appel découverte gratuit. Donc, si vous voulez qu'on discute ensemble pendant une demi-heure puis qu'on ait une discussion authentique, ça, c'est une façon de connecter avec moi pour voir si on est un bon fit, là, comme on dit. Donc, ça, c'est une façon de communiquer avec moi, ouais. Puis, j'ai aussi une page Facebook
qui, maintenant je vais être honnête, avec les nouveaux algorithmes pis tout, je suis pas techno du tout. Fait que tu sais pas encore comment Mais écoute, je suis pas sûre que les gens le voient honnêtement, mais oui, j'ai une page Facebook où est-ce que les gens peuvent aller aussi. Fait que site web, c'est quoi ton site? C'est www.jenniferacad.com. Acad, A-C-K-A-D.com. Donc, qui présente tes services. Il y a aussi ton blog où tu amènes des réflexions. Oui, c'est en français et en anglais. Pour l'instant, c'est un peu comme ça flow, comme on disait. Ouais. Puis on peut ouvrir la porte. Tu as des projets. Pour l'automne, t'aimerais avoir un programme en ligne pour être accessible. Oui, ce que j'ai déjà à la rigueur, dans le sens que j'ai des personnes qui sont dans d'autres places au Canada ou ailleurs, où est-ce que j'accompagne à travers des plateformes comme Zoom, par exemple. Donc, cet accompagnement peut se faire très bien par plateforme web. Sauf que des fois, on rentre pas nécessairement dans une grosse série de yoga, mais ce qui peut se faire aussi. Mais l'accompagnement en conscience corporelle, je le fais déjà. Et ce qui serait, à partir de septembre, probablement, c'est un programme un petit peu plus complet où est-ce qu'il y a un accompagnement d'un groupe et avec des séries de questions pour du développement personnel, avec un peu de théorie et comme un programme plus charnu de ce que tu fais. Plus charnu, ouais, sur un certain nombre de semaines avec un certain nombre de modules. Ouais, parfait. Fait que les gens qui seraient intéressés peuvent commencer à suivre comme ça, ils vont avoir les nouvelles quand tu vas le... Oui, ils peuvent m'écrire ou m'écrire sur mon courriel ou me contacter, là. OK. Ouais. Super, mais comme on dit, on va tout mettre les liens dans la page de ton podcast. Fait que merci beaucoup pour ta présence. C'était vraiment intéressant. Puis on s'est dit dès le départ qu'on allait voir ce qui allait émerger dans la discussion, qu'on allait se prendre des notes pour peut-être un prochain rendez-vous, voir aussi comment ton programme va évoluer. Fait que la porte est ouverte, puis merci encore. Merci à toi.